En 90, la loi Sherman, loi antitrust, a été votée par le Congrès et le Sénat, mais en 99, elle est mise en veilleuse depuis 2 ans. Pour faire face à la puissance croissante des industriels et des businessmen, l'AFL, la Fédération américaine du travail, qui avait 278 000 adhérents en 98, aura doublé ses effectifs en 1900, et elle atteindra le million en 1904. D'abord vendeur du Herald Tribune dans les rues, puis piqueur dans un atelier de confection pour hommes, puis coursier d'un broker de Wall Street, John, qu'on aperçoit à droite ici, sur l'escalier du pont de Brooklyn accoudé à la rampe, trouve finalement un travail stable comme employé des chemins de fer. D'abord sur les trains qui desservent la banlieue tentaculaire de New York, puis sur la ligne Pacific Union qui étend son réseau jusqu'à la côte ouest. La puissance industrielle des États-Unis a déjà dépassé les prévisions les plus audacieuses. En 1999, l'Amérique produit à elle seule plus de fer, de charbon et d'électricité que l'Europe tout entière. Le président McKinley a promis au peuple américain que sa présidence serait celle de la prospérité nationale et de la paix. Mais depuis 1850, les hommes politiques américains déclarent que les États-Unis ont une destinée manifeste. Cette destinée manifeste leur fait un devoir d'intervenir partout où leurs intérêts risquent d'être menacés sur le continent américain. Le sénateur Henry Cabot Lodge, père de l'actuel homme politique américain, qui a le soutien, comme McKinley, des gentlemen en gibus blanc du club républicain James Blaine, déclare en 1899 « Du Rio Grande à l'océan Arctique, il ne devrait y avoir qu'un seul drapeau et qu'un seul pays. Les petits États appartiennent au passé et n'ont aucun avenir. » Avec McKinley, conservateur éclairé, s'ouvre un nouveau chapitre de l'histoire des États-Unis. Sous sa présidence, l'État, fait nouveau, interviendra de plus en plus directement dans la vie économique et sociale de la nation. Au règne de la libre entreprise succède le commencement d'un capitalisme d'État. Mais cet État n'intervient pas seulement à l'intérieur. Avec McKinley, il va intervenir aussi à l'extérieur. À la porte même des États-Unis, un petit pays européen, l'Espagne, domine un petit pays hispano-américain, Cuba. Les récoltes des plantations de canne à sucre cubaines intéressent les hommes d'affaires américains. Le despotisme espagnol sur Cuba indigne la conscience morale américaine. En 1995, le soulèvement des guérillas cubaines contre l'Espagne intéresse les milieux diplomatiques américains. Le 15 février 1998, le navire de guerre américain Le Maine explose mystérieusement dans le port de la Havane. Quelques jours avant, Hertz a envoyé des correspondants de guerre à la Havane. Comme ceux-ci objectent que les États-Unis ne sont pas en guerre à Cuba, Hertz répond « Fournissez les articles. Je fournirai la guerre. » Un corps expéditionnaire débarque à Cuba après que la flotte américaine ait détruit la flotte espagnole. Les Rough Rangers, les durs de Theodore Roosevelt et les 17 000 hommes du général Shafter sont victorieux. Roosevelt deviendra président en 1901 et l'amendement Platt fera de Cuba un protectorat américain. Sur leur lancée, les États-Unis s'emparent des Philippines en proclamant qu'ils vont les libérer de la domination espagnole. À peine libérées,
les Philippins n'ont rien de plus pressé que de se soulever contre leurs libérateurs américains. Un corps expéditionnaire de 60 000 hommes vient à bout en 3 ans de la résistance des Philippines. Theodore Roosevelt au général Smith. Je ne veux pas de prisonniers. Il faut que vous tuiez et que vous brûliez tout. Plus vous tuerez et brûlerez, plus je serai satisfait. Le New York World, 26 juillet 1902. Nos soldats ont recours à des méthodes horribles avec les indigènes. C'est devenu une coutume que de venger la mort d'un soldat américain en incendiant toutes les maisons d'un village et en emprisonnant en vrac tous les suspects. L'américanisation du monde, déclare Theodore Roosevelt, est notre destinée. Le développement prodigieux des ressources industrielles des États-Unis, l'expansion continue de leur espace impérial qui s'étend à une part du Mexique, à Cuba, aux Philippines, à Hawaï et contrôle l'économie des pays sud-américains, fait déjà de Wall Street en 1999 le centre nerveux de l'économie mondiale et de New York la capitale marchande des 2 hémisphères. Sur la ligne Pacific Union, John Stuart Bell, au rythme des trajets New York-San Francisco, prend la mesure de l'espace et des ressources neuves des États-Unis. Depuis un demi-siècle, l'attirance des terres vierges, la convoitise des fourrures, des filons d'or et d'argent, le rêve américain de la fortune à conquérir, pousse les hommes vers la frontière, une frontière qui a vite atteint le Pacifique, et que la construction d'un train qui rejoint le continent de côte à côte rend accessible à tous les émigrants. Nous aurons la vie dure, chantaient les hommes des caravanes vers l'ouest. Nous mangerons des clous. Nous dormirons souvent à la belle étoile. Nous coucherons sur la terre et dormirons profond, sauf quand les Indiens ululeront autour. Le général Sherman en 71. Le seul bon Indien, c'est l'Indien mort. Nous devons agir contre les Sioux avec un zèle vengeur et au besoin aller jusqu'à leur complète extermination, hommes, femmes et enfants. Quand John atteint l'ouest, ce programme a été accompli. De plus d'1 million d'Indiens qui vécurent sur cette terre, il en survit à peine, parqués dans des réserves, 273 000. L'Indien exterminé a laissé le champ libre aux pionniers. Le visage pâle a liquidé les rouges, fait travailler les noirs, respecte la loi de l'Ouest et le saint nom de Dieu. Le pionnier élève dans les clairières des villes champignons, défriche les grandes plaines et devient fermier. Mr. McCormick vend aux fermiers les premières grandes machines agricoles qui font rêver les paysans d'Europe, traînant encore leurs sabots derrière leurs attelages de bœufs. Le cowboy mène les troupeaux. Et en lui vendant de solides pantalons de toile à l'épreuve de la selle, Mr. Levis gagne son premier $1 million. Des dollars, pour les pauvres qui n'ont pas froid aux yeux ni peur de l'Ouest, il y a un moyen plus rapide encore d'en gagner, avec un peu de chance, se ruer vers l'or. Dès la première ruée vers la Californie en 48, à la dernière ruée vers le Colorado et les mines du Cripple Creek en 90, l'or et l'argent ont fait marcher vers l'ouest des milliers d'aventuriers cherchant à attraper la fortune par ses pépites. Puis peu à peu, les filons se sont épuisés, les placers se sont taris, les mines se sont appauvries. John est licencié par la Pacific Union à la suite d'une grève des cheminots. Elle a été brisée par les jaunes que recrute la célèbre agence du détective privé Nat Pinkerton. John trouve de l'embauche à Boston comme conducteur d'un fourgon hippomobile chez un Irlandais qui a fait fortune dans les transports. Au pas de ses chevaux, après les trains de la Pacific Union, John médite sur sa grandeur et sur sa décadence. Eh oui, Paris, Paris de nouveau. Le découragement de John, son retour en Europe nous font rêver d'une belle happy end. John travaillant dur, économisant cent par cent, achetant un lopin de terre,
On y trouve du pétrole, le voilà millionnaire, il fume de gros cigares, il devient producteur à Hollywood, il rencontre un jeune immigrant anglais nommé Charlie Chaplin, il lui signe un contrat, décuple sa fortune. Mais ne rêvons pas. John est à Paris, et toujours sans un sou. La grande aiguille de l'horloge des temps va passer du siècle XIX au siècle XX. À l'exposition, Paris 1900 se penche sur son passé. La belle époque, c'était quand? En 1400, 1500, 1600? La belle époque, c'était jadis. Le président Loubet, pour l'inaugurer, est entré du pied gauche dans l'exposition. Le XXe siècle, pour s'inaugurer, est entré du pied gauche dans l'histoire. Le petit noir américain qui danse le cakewalk a 8 ans. Il en aura 22 en 14, 25 quand son pays entrera en guerre et qu'il sera au front. Les danseurs Ashanti sur le chemin des dames danseront une autre danse, celle des tirailleurs. Et cette femme fleur, est-ce l'œil fouleur ou l'autre dame blanche qui s'appelle la mort? Allons, mesdames, messieurs, n'hésitez pas. En route et en avant. Le grand trottoir roulant de l'histoire vous attend. Visitez l'exposition et visitez le XXe siècle, qui ressemblera comme un fils à son père, le XIXe. Une petite pensée pourtant pour les grands de la terre écrasant les petits. Pour la reine Victoria qui écrase Kruger. Pour les Anglais qui vont gagner la guerre des Boers. Une petite pensée pour ceux qu'on tue. Pour ceux qu'on met en terre. Allons, mesdames, messieurs, avancez, avancez, l'avenir vous attend. Prenez place, avancez dans le sens de l'histoire. Avancez, les enfants, vous qui si vite aurez la fleur de l'âge, puis la fleur au fusil, puis un bouquet de fleurs au pied d'une croix de bois. Il y a encore partout de bonnes colonies à prendre, partout des indigènes à faire travailler. Il y a encore partout des révoltes à mater, de méchants sauvages à vaincre. Mais pour nous porter, il y aura encore quelque temps des porteurs. Et s'ils veulent se révolter, on les humiliera. Ils marcheront courbés entre nos beaux soldats. S'ils veulent nous tenir tête, leur tête, on les coupera. Et qu'au moins ça serve à ces sauvages de leçon, parce que ces gens-là, ça ne comprend que la force. Allons, mesdames, messieurs, pressons-nous, avançons. Il n'y aura pas de place pour tout le monde sur les champs de bataille et dans les cimetières militaires. Visitez l'exposition du progrès de la civilisation. Mieux que le massacre, le génocide. Mieux que le garrot, la chambre à gaz. Mieux que la torche, le phosphore. Mieux que le canon, la bombe H. Mieux que 1900, le XXe siècle. Allons, mesdames, messieurs, ne posez pas de questions. Faites confiance à vos chefs et à vos dirigeants, aux sages conducteurs du grand trottoir roulant. Ils savent mieux que vous ce dont vous avez besoin. N'hésitez pas. Pressons, pressons. Le temps des assassins vous attend au tournant. Un siècle d'or. Un siècle d'ordre à maintenir. Un siècle d'ordre à rétablir. Il faut que force reste à la loi. Il faut que force reste à l'ordre. Nous vivrons une époque d'ordre. Nous allons vivre un siècle d'or. Et vous là-bas, pourquoi vous cachez-vous? Pourquoi hésitez-vous? Oui, vous, John Stuart Bell. Allons, suivez le mouvement, faites comme les autres, avancez, le monde est en marche. Ne ratez pas le train. Il va rouler un train d'enfer. En route pour la dernière, en route pour la seconde dernière des dernières guerres, en route pour Coventry, Dachau, Buchenwald, Dresde, Katyn, Colima, Oradour, Milan, en route pour l'Algérie, le Vietnam, en route pour Prague, le Biafra, le Bengale, en route pour l'avenir.
Mais il est vrai, John Stuart Bell, que toi, tu descendras du train avant. Il est vrai que ton front a rendez-vous avec un minuscule éclat de shrapnel allemand sur un champ de bataille en 1915, un matin, dans le nord de la France. Et tu ne connaîtras pas la fin de l'histoire, John. La fin de l'histoire que nous ne connaissons pas non plus.